Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le soleil est revenu parmi nous, ça fait du bien. Ce soir, je vous propose un peu de lecture. J'adore la lecture et j'ai énormément de livres à la maison. Donc, je vais vous faire découvrir Laurent Gounel. Peut-être que certains vont connaître. Laurent Gounel, c'est un auteur de romans psychologiques. Et c'est un spécialiste des sciences humaines formé en France et aux États-Unis. Ses livres expriment surtout sa passion pour la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Donc il a fait beaucoup de livres. Mais ce soir, je vais vous lire un petit bout de L'homme qui voulait être heureux. Ce que l'on croit peut devenir réalité. Imaginez, vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer au cas où. Son diagnostic est formel. Vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit, celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. Je ne voulais pas quitter Bali sans l'avoir rencontré. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas malade. J'ai même toujours été en excellente santé. Je m'étais renseignée sur ses honoraires, car mon séjour touchant à sa fin, mon portefeuille était quasiment vide. Je n'osais même plus consulter mon compte en banque à distance. Les gens qui le connaissaient m'avaient répondu: tu donnes ce que tu veux, tu le lui glisses dans une petite boîte posée sur l'étagère. Bon, cela m'avait rassurée, même si j'angoissais un peu à l'idée de laisser un tout petit billet à quelqu'un qui avait, disait-on, soigné le Premier ministre du Japon. Ce fut difficile de trouver sa maison, perdue dans un petit village à quelques kilomètres du but, au centre de l'île. Je ne sais pas pourquoi, dans ce pays, il n'y a pratiquement pas de panneaux indicateurs. Lire une carte, c'est possible quand on a des points de repère. Sinon, c'est aussi inutile qu'un téléphone portable dans une zone où l'on ne capte pas. Restez, bien sûr, la solution de facilité. Demandez à des passants. J'ai beau être un homme, cela ne m'a jamais posé de problème. Il me semble parfois que la plupart des hommes
et vous répondra oui. Et quand vous demandez votre chemin, ils sont tellement désireux de vous aider qu'il leur est insupportable de vous avouer qu'ils n'en sont pas capables. Alors, ils vous indiquent une direction, sans doute au hasard. J'étais donc un peu énervée lorsque je me suis retrouvée devant l'entrée du jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais imaginé une maison assez luxueuse, comme on en voit parfois à Bali, avec des bassins couverts de fleurs de lotus, sans l'ombre bienveillante des frangipaniers exhibant de grosses fleurs blanches au parfum tellement enivrant que c'en est presque impudique. En fait de maison, c'était une succession de campans, sorte de maisonnettes sans murs, qui communiquaient les unes avec les autres. À l'image du jardin, ils étaient d'une grande simplicité, assez dépouillés, sans faire pauvre pour autant. Une jeune femme vint à ma rencontre, enroulée dans son sarong, ses cheveux noirs relevés en chignon, le teint hâlé, un petit nez régulier et des yeux non bridés, traits qui m'ont toujours étonné chez cette population enfouie au cœur de l'Asie. « Bonjour, que voulez-vous » me demanda-t-elle, s'exprimant d'entrée de jeu dans un anglais approximatif. Mon mètre 90 et mes cheveux blonds laissaient peu d'ambiguïté sur mes origines occidentales. Je viens voir monsieur, maître Samjiang. Il va venir, m'informa-t-elle avant de disparaître entre les arbustes et la succession de petites colonnes qui soutenaient les toits des campans. Je restai un peu bête, debout, en attendant que son excellence daigne venir accueillir l'humble visiteur que j'étais. Au bout de 5 minutes, qui me parurent suffisamment longues pour m'amener à m'interroger sur la pertinence de ma présence ici, je vis avancer un homme d'au moins 70 ans, peut-être même 80. La première chose qui me vint à l'esprit fut que je lui aurais sans doute donné 5 roupies si je l'avais vu faire la manche dans la rue. J'ai tendance à ne donner qu'aux vieux. Je me dis que s'ils mendient à leur âge, c'est vraiment qu'ils n'ont pas le choix. L'homme qui marchait lentement dans ma direction n'était pas en haillons, certes, mais ses vêtements étaient d'une sobriété désarmante, minimaliste et sans âge. J'ai honte d'avouer que mon premier réflexe fut de penser qu'il y avait erreur sur la personne. Il ne pouvait s'agir du guérisseur dont la réputation s'entendait outre-mer, ou alors son don allait de pair avec son manque de discernement, et il acceptait que le Premier ministre du Japon le paye en cacahuètes. Il aurait pu aussi être un génie du marketing, ciblant une clientèle d'occidentaux crédules, avides de clichés, comme celui du guérisseur vivant en ascète dans le parfait détachement à l'égard des choses matérielles, mais acceptant en fin de séance une rétribution généreuse. Il me salua et m'accueillit simplement, s'exprimant avec beaucoup de douceur dans un très bon anglais. La luminosité de son regard contrastait avec les rides de sa peau tannée. Son oreille droite présentait une malformation, comme si le lobe avait été en partie sectionné. Il m'invita à le suivre dans le premier campan, un toit soutenu par 4 petites colonnes, adossé à un vieux mur, une étagère, la fameuse, le long du mur un coffre en bois de camphrier, et sur le sol une natte. Le coffre ouvert débordait de documents, parmi lesquels des planches représentant l'intérieur du corps humain, ce qui, dans un autre contexte, m'aurait donné envie de pisser de rire tellement les représentations étaient éloignées de la connaissance médicale actuelle. Je me déchaussai avant d'entrer, comme le veut la tradition balinaise. Le vieil homme me demandait de quoi je souffrais, ce qui me renvoya brutalement à la raison de ma présence ici. Que cherchais-je au juste?
Je l'ai fait perdre son temps à un homme dont je commençais à sentir l'honnêteté, pour ne pas dire l'intégrité, même si je n'avais encore aucune preuve de sa compétence. Avais-je seulement envie que quelqu'un se penche sur mon cas, s'intéresse à moi, me parle de moi, et qui sait, découvre qu'il y a un moyen pour que j'aille encore mieux, à moins que je n'ai obéi à une sorte d'intuition. Après tout, on m'avait dit que c'était un grand bonhomme et que j'avais tout simplement envie de le rencontrer. Je viens pour un check-up, lui confiai-je en rougissant à l'idée que je n'étais pas à la visite médicale annuelle et que ma demande était déplacée. Allongez-vous là, me dit-il en désignant la natte et sans manifester aucune réaction à la futilité de ma requête. Ainsi commença la première et j'espère la dernière séance de torture que je connus dans ma vie. Tout avait débuté normalement, allongé sur le dos, détendu, confiant et mi-amusé. Je le laissais palper en douceur différentes zones de mon corps. Ma tête pour commencer, puis ma nuque, mes bras tout du long jusqu'aux dernières phalanges de mes doigts. Suivirent différentes zones apparemment très précises sur mon torse, puis mon ventre. J'eus le soulagement de constater qu'il était passé directement du ventre au haut des cuisses. Mes genoux, mes mollets, mes talons, la plante de mes pieds. Il palpait tout et cela ne me dérangeait pas outre mesure. Enfin, il arriva aux orteils. Je ne savais pas qu'il était possible de faire à ce point s'ouvrir un homme rien qu'en tenant son petit orteil gauche entre le pouce et l'index. J'hurlais et me tordais dans tous les sens sur ma natte. Vu de loin, on devait avoir l'impression d'un pêcheur qui essaye de fixer à son hameçon un asticot d'1,90 m. Je reconnais que je suis de nature plutôt douillette, mais est-ce que j'éprouvais dépasser en intensité tout ce que j'avais ressenti jusque-là? Vous avez mal, me dit-il, sans blague. J'ai tout fait un oui entre deux gémissements. Je n'avais même plus la force de crier. Lui n'avait pas l'air affecté par ma souffrance. Il conservait une sorte de neutralité bienveillante. Son visage exprimait même une sorte de bonté qui contrastait avec le traitement qu'il m'infligeait. Vous êtes quelqu'un de malheureux, dit-il, comme s'il posait son diagnostic. À cet instant précis, oui, très. Je ne savais plus si je devais pleurer ou rire de cette situation dans laquelle je m'étais mis. Je crois que je faisais les deux à la fois. Je n'ai jamais eu mon pareil pour dénicher des plans comme ça. Et dire que j'aurais pu passer ma journée sur la plage à discuter avec les pêcheurs et regarder les jolies balinaises. Votre douleur en ce point précis est le symptôme d'un mal-être plus général. Si j'exerce la même pression au même endroit chez quelqu'un d'autre, il ne devrait pas avoir mal, affirma-t-il. Sur ce, il relâcha enfin mon pied et je me sentis d'un seul coup le plus heureux des hommes. Quelle est votre profession? Je suis enseignant. Il me considéra un instant, puis s'éloigna, l'air songeur, comme préoccupé. J'avais un peu le sentiment d'avoir dit ce qu'il ne fallait pas, ou encore d'avoir fait une bêtise. Il regardait vaguement dans la direction d'un bougainvillier en fleurs à quelques pas de là. Il paraissait absorbé par ses pensées. Qu'étais-je censé faire? M'en aller, tousser pour lui rappeler ma présence. Il m'extirpa de mes interrogations revenant vers moi. Il s'assit à même le sol et me parla les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Vous avez une très bonne santé, alors qu'est-ce que c'est? Le travail, les amours, votre famille? Sa question était directe et ses yeux me fixaient, ne me laissant aucun échappatoire, même si sa voix et son regard étaient bienveillants. Je me sentais obligée de répondre, me dévoilant à un homme que je ne connaissais pas 1 heure
avais-je dit cela? Je sentais ma colère se tourner contre moi. Je suis vraiment incapable de m'opposer à la demande de quelqu'un. C'est lamentable. Dans ce cas, pourquoi ne l'êtes-vous pas? Bon, là, il faut que je prenne une décision, même si c'est pas mon fort. Soit je l'interromps et je m'en vais, soit je joue le jeu jusqu'au bout. Je m'entendis lui répondre. Je voudrais bien, encore faudrait-il que je plaise à une femme. Qu'est-ce qui vous en empêche? Eh bien, je suis trop maigre, lâchai-je, rouge de honte et de colère mêlée. En s'exprimant lentement, presque à voix basse, et en détachant chaque mot, il me dit: votre problème n'est pas dans votre corps, mais dans votre tête. Non, ce n'est pas dans ma tête, c'est un fait objectif, concret. Il vous suffit de me mettre sur une balance, ou de mesurer mes pectoraux, ou encore la circonférence de mes biceps. Vous verrez vous-même, et ni le maître ruban ni la balance n'ont de parti pris. Je ne peux pas les influencer avec mon esprit tordu et névrosé. La question n'est pas là, me répondit-il patiemment, conservant son grand calme. Facile à dire. Votre problème n'est pas votre physique, mais ce que vous croyez de sa perception par les femmes. En vérité, le succès que l'on a ou pas auprès de l'autre sexe n'a que peu de rapport avec notre apparence physique. Si je dis ça à ma voisine de 120 kilos qui a un nez en forme de patate, elle m'écrase sur la figure le triple Big Mac qu'elle a en permanence à portée de main, et elle appuie jusqu'à ce que le ketchup me remonte dans les sinus. Vous n'avez jamais vu de personne dont le physique est très éloigné des canons de la beauté en couple avec quelqu'un de plutôt bien physiquement? Si, bien sûr. La plupart des gens qui ont votre problème ont d'ailleurs un physique normal, avec de petits défauts sur lesquels ils se focalisent. Une bouche trop fine, des oreilles trop longues, un peu de culotte de cheval, un léger double menton, un nez trop fort ou trop court. Ils se trouvent un peu trop petits, un peu trop grands, trop gros ou trop maigres, et ils arrivent à s'en persuader. Quand ils rencontrent une personne qui pourrait les aimer, ils n'ont qu'une obsession, leur défaut. Ils sont convaincus qu'ils ne pourront lui plaire à cause de cela. Et vous savez quoi? Quoi? Ils ont raison. Quand on se voit moche, les autres nous voient moches. Je suis certain que les femmes vous trouvent trop maigres. Ou là, les autres nous voient comme nous nous voyons nous-mêmes. Quelle est votre actrice préférée? Nicole Kidman. Vous la trouvez comment? Excellente actrice, l'une des meilleures de sa génération. Je l'adore. Non, je veux dire physiquement. Superbe, magnifique, c'est une bombe. Vous avez dû voir Ice White Shirt de Stanley Kubrick. Vous regardez les films américains. Vous avez un récepteur satellite dans votre campon. Si ma mémoire est bonne, il y a une scène où l'on voit Nicole Kidman entièrement nue, en compagnie de Tom Cruise. Votre mémoire est bonne. Allez au vidéoclub de Gouda et faites-vous projeter Ice White Shirt. Ils sont des cabines pour les gens qui ne possèdent pas de magnétoscope. Quand vous en arriverez à cette scène, faites-moi un arrêt sur l'image et observez attentivement. Cela ne me demandera pas trop d'efforts. Oubliez pendant quelques instants qu'il s'agit de Nicole Kidman. Imaginez que c'est une inconnue et regardez objectivement son corps. Oui, vous constaterez vous-même qu'elle est bien. Elle a un beau corps, mais pas parfait pour autant. Ses fesses sont jolies, mais elles pourraient être plus rebondies, un peu plus dessinées. Ses seins sont pas mal, mais ils auraient pu être plus volumineux, avoir un plus joli calbe et être un peu plus haut, plus dressé. Vous verrez aussi que les traits de son visage sont réguliers, fins, mais ne recèlent pas non plus d'une beauté exceptionnelle. Où voulez-vous en venir? Il y a des dizaines de milliers de femmes aussi belles que Nicole Kidman. Vous en croisez tous les jours dans la rue et vous ne le remarquez même pas. Sa vraie force est ailleurs.
cela est vrai. Vous êtes prêt? Là, tout de suite? Oui, maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus simple pour vous. Ok, je suis prêt. Imaginez que vous vous trouvez très beau. Vous êtes convaincu d'avoir un impact énorme sur les femmes. Vous marchez sur la plage à Kuta Beach, au milieu des Australiennes en vacances. Comment vous sentez-vous? Très très bien, un vrai bonheur. Décrivez-moi votre démarche, votre posture. Je vous rappelle que vous vous trouvez très beau. J'ai une démarche, comment dire, plutôt assurée tout en étant détendue. Décrivez-moi votre visage. J'ai un bord de tête droit. Je regarde devant moi, un léger sourire naturel aux lèvres. Je suis cool et sûr de moi à la fois. Bon, maintenant, imaginez comment les femmes vous voient. Oui, c'est clair, j'ai, comment dire, un certain impact. Que pense-t-elle de la circonférence de vos biceps ou de vos pectoraux? C'est pas vraiment ce qu'elle regarde. Vous pouvez rouvrir les yeux. Ce qui plaît aux femmes, c'est ce qui émane de votre personne, c'est tout. Et cela découle directement de l'image que vous vous faites de vous-même. Quand on croit quelque chose sur soi, que ce soit en positif ou en négatif, on se comporte d'une manière qui reflète cette chose. On la démontre aux autres en permanence. Et même si c'était à l'origine une création de l'esprit, cela devient la réalité pour les autres, puis pour soi. C'est possible, cela me parle quelque part, même si ça reste encore un peu abstrait. Cela va progressivement devenir de plus en plus clair. Je me propose de vous faire découvrir à travers différents exemples que pratiquement tout ce que vous vivez a pour origine ce que vous croyez. Je commençais à me demander où j'avais mis les billes. J'étais alors loin de me douter que notre conversation et les échanges qui suivraient allaient bouleverser durablement toute mon existence. Imaginez, reprit-il, que vous soyez convaincu d'être quelqu'un de peu intéressant qui ennuie les autres quand il parle. Je préférais le jeu précédent. Cela ne durera que 2 minutes. Imaginez, c'est pour vous une évidence. Les gens s'ennuient en votre compagnie. Essayez vraiment de ressentir ce que cela fait de croire ça. Vous y arrivez? Oui, c'est pathétique. Restez dans cet état. Gardez cela à l'esprit. Et maintenant, imaginez que vous déjeunez avec des collègues ou des amis. Décrivez-moi le repas. Mes collègues parlent beaucoup. Ils racontent leurs vacances et je ne dis pas grand-chose. Restez dans cet état. Mais à présent, vous allez faire un effort et leur raconter une anecdote qui vous est arrivée pendant vos vacances. Laissez-moi une seconde. J'imagine la scène. D'accord, ça n'a pas beaucoup d'effet. On ne m'écoute pas vraiment. C'est normal, étant convaincu de ne pas être intéressant, vous allez vous exprimer d'une manière qui rendra votre discours peu captivant. Oui, par exemple, puisque vous avez inconsciemment peur d'ennuyer vos collègues, vous allez peut-être vous en rendre compte et parler vite, bâcler votre intervention pour ne pas leur rendre trop de temps et ne pas trop les lasser. Du coup, vous n'avez aucun impact et votre anecdote perd de son intérêt. Vous le ressentez et vous vous dites « Je suis nul quand je raconte des histoires ». Par conséquent, vous devenez de plus en plus mauvais et immanquablement, l'un de vos collègues va reprendre la parole et embrayer sur autre chose. À la fin du repas, tout le monde aura oublié que vous avez parlé. C'est dur. Quand on est convaincu d'une chose, elle devient la réalité, notre réalité. J'étais assez troublée par la démonstration. Bon,
Mais pourquoi quelqu'un serait-il persuadé d'une chose pareille? Ce n'est sans doute pas votre problème, mais c'est celui de certaines personnes. Chacun croit sur soi des choses qui lui sont propres. C'était juste un exemple. Pour rester dans ce cas de figure, imaginez que vous soyez convaincu de l'inverse. Vous êtes certain d'intéresser les gens, d'avoir sur eux un impact quand vous vous exprimez. Lorsque vous prenez la parole à votre déjeuner entre collègues, vous êtes persuadé que votre anecdote va faire mouche. Vous allez les faire rire, les surprendre ou seulement captiver leur attention. Porté par cette conviction, imaginez comment vous prenez la parole. Anticipant l'effet attendu, vous vous donnez le temps d'amener le sujet, d'ajuster votre voix. Vous vous autorisez quelques silences bien placés pour faire monter le suspense. Vous savez quoi? Ils seront suspendus à vos lèvres. D'accord, je comprends que ce que l'on croit devient ensuite la réalité. Mais quand j'ai quand même une question. Oui, comment se fait-il que l'on se mette à croire des choses sur soi, qu'elles soient positives ou négatives? Plusieurs explications sont possibles. Tout d'abord, il y a ce que les autres affirment à notre sujet. Si, pour une raison ou une autre, ces personnes sont crédibles à nos yeux, alors on peut croire ce qu'elles nous disent de nous. Nos parents, par exemple. Cela commence en général, bien sûr, par nos parents ou les personnes qui nous élèvent. Un petit enfant apprend énormément de ses parents. Et au moins jusqu'à un certain âge, il a tendance à accepter tout ce que ses parents lui disent. Cela se grave en lui, il l'intègre. Vous n'auriez pas un exemple? Si des parents sont convaincus que leur enfant est beau et intelligent et le lui répètent sans cesse, alors il y a des chances que l'enfant se voie ainsi et devienne très sûr de lui. Cela étant, il n'y aura pas que des effets positifs, il sera peut-être aussi un peu arrogant. C'est donc la faute de mes parents si j'ai des doutes sur mon physique? Non, pas obligatoirement. Comme vous allez le voir, il y a quantité d'origines possibles à ce que l'on croit sur soi. Et en ce qui concerne l'influence des autres, il n'y a pas que les parents. Par exemple, le jugement des enseignants a parfois aussi beaucoup d'impact, en positif comme en négatif. Ah, cela me rappelle quelque chose. J'étais très bon en maths à l'école jusqu'en 5e. J'avais une moyenne de 18 sur 20 environ. Arrivé en 4e, j'ai eu une prof qui répétait à chaque cours que nous étions tous nuls. Je m'en souviens, elle criait sans cesse et on voyait les veines de son cou se gonfler quand elle nous engueulait. J'ai fini l'année avec 4 de moyenne. Vous avez probablement cru ce qu'elle disait. Peut-être, mais pour être honnête, tous mes camarades n'avaient pas 4 de moyenne comme moi. Sans doute étaient-ils moins sensibles que vous à l'opinion de leur professeur. Je ne sais pas. Une expérience a été menée dans les années 70 par des chercheurs dans une université américaine. Ils ont commencé par constituer un groupe d'élèves du même âge ayant le même résultat au test de QI. Ces enfants avaient donc tous un niveau d'intelligence égal selon ce test. Ils ont ensuite séparé le groupe en deux. Ils ont confié le premier sous-groupe à un enseignant avec cette consigne. Faites le même programme que d'habitude, mais, pour votre information, sachez que ces enfants sont plus intelligents que la moyenne. L'enseignant à qui l'on a confié le second sous-groupe s'est entendu dire « Faites le même programme que d'habitude, mais, pour votre information, sachez que ces enfants sont moins intelligents que la moyenne. » Au bout d'un an de cours, les chercheurs ont refait passer le test du QI à tous les enfants. Ceux du premier sous-groupe avaient en moyenne un QI nettement supérieur à celui des enfants du second. C'est dingue. C'est en effet assez impressionnant. C'est incroyable. Il suffit que l'on amène un prof à croire que ses élèves sont intelligents pour qu'il les rende intelligents. S'il est convaincu qu'ils sont bêtes, il les rend bêtes. C'est une expérience scientifique. Cela étant, ils sont
des enfants. C'est en effet assez discutable. Mais au fait, comment est-ce possible? Je veux dire, comment le fait de croire que ses élèves sont idiots peut-il amener un enseignant à les rendre ainsi? Il y a deux explications possibles. D'abord, quand vous vous adressez à quelqu'un de stupide, comment vous vous exprimez? Avec des mots hyper simples, en faisant des phrases très courtes, en n'exprimant que des idées faciles à comprendre. Voilà. Et si l'on s'adresse ainsi à des enfants dont le cerveau a besoin d'être stimulé pour se développer, ils vont stagner au lieu d'évoluer. C'est la première explication. Il y en a une autre, plus pernicieuse. Ah oui. Si vous devez vous occuper d'un enfant que vous croyez stupide, alors tout en vous lui insinuant en permanence qu'il est stupide, non seulement votre vocabulaire, comme on vient de le dire, mais aussi votre façon de parler, vos mimiques, votre regard. Vous êtes un peu navré pour lui, ou au contraire un peu agacé, et cela ne lui échappe pas. Il se sent stupide en votre présence, et si vous êtes quelqu'un qui compte pour lui, que votre position, votre âge, votre rôle font que vous êtes crédible à ses yeux, alors il y a de fortes chances qu'il ne se remette pas en question, et qu'il ne remette pas en question ce sentiment. Il va donc commencer à croire qu'il est stupide. Vous connaissez la suite. Oh, c'est effrayant. Oui, c'est assez redoutable, en effet. J'étais très troublée parce que j'étais en train d'apprendre. Toutes ces idées restaient comme suspendues dans les airs. Nous restâmes quelques instants sans rien dire. Un léger vent m'apportait les subtiles senteurs des plantes tropicales qui poussaient librement près du campement. Au loin, un geckos laissait entendre son cri caractéristique. Il y a quelque chose qui m'étonne. Oui, je ne voudrais pas vous vexer, mais comment avez-vous accès à ce genre d'informations? Je veux dire, les expériences scientifiques menées aux États-Unis. Vous acceptez que je garde ma part de mystère? Je n'allais pas insister, mais j'aurais aimé savoir. J'avais vraiment du mal à envisager une connexion internet dans le campement d'à côté. Je n'étais même pas sûre que le village soit raccordé au téléphone. Et surtout, je n'imaginais absolument pas mon guérisseur en train de se connecter à des forums scientifiques. Je le voyais plus volontiers méditer pendant des heures, en position lotus à l'ombre des palais du vide. Vous disiez qu'il existe trop d'origines à ce que l'on peut croire sur soi. Oui, il y a des conclusions que l'on tire sans s'en rendre compte de certaines de nos expériences vécues. J'aime bien les exemples. Bon, un exemple un brin caricatural pour bien illustrer. Imaginez un bébé dont les parents réagissent très peu à ce qu'il fait. Il pleure, ses parents ne bougent pas. Il crie, silence radio. Il rit, zéro réaction. On peut supposer qu'en lui va se développer progressivement le sentiment qu'il n'y a pas d'impact sur le monde environnant, qu'il ne peut rien obtenir des autres. Il ne va pas se le dire consciemment, bien sûr, surtout à son âge. C'est juste un sentiment, un ressenti, quelque chose dont il s'imprègne. Maintenant, pour simplifier à l'extrême le processus, notamment en supposant qu'il ne vive pas d'autres expériences allant dans le sens contraire, on peut imaginer qu'une fois devenu adulte, il deviendra fataliste, n'ira jamais vers les autres pour obtenir ce qu'il souhaite, ne cherchera pas à faire bouger les choses. Si un de ses amis le voit un jour dans une impasse, par exemple sur le plan professionnel, il ne pourra que constater sa passivité. Il aura beau essayer de le convaincre de réagir, d'aller frapper à des portes, de prendre sa situation en main, de contacter des gens, rien n'y fera. Cet ami va peut-être d'ailleurs le juger sévèrement, alors que son attitude résulte simplement de la conviction profonde, enfouie en lui, qu'il n'a pas d'impact sur le monde qui l'entoure et ne peut rien obtenir des autres. Il n'aura même pas conscience de croire cela. Pour lui, c'est ainsi.
Non, c'était juste un exemple. D'ailleurs, on peut imaginer l'inverse. Des parents très réactifs à la moindre expression de leur enfant. S'il pleure, ils accourent. S'il fait un sourire, ils s'émerveillent. S'il rit, ils s'extasient. L'enfant développera sans doute le sentiment qu'il a un impact sur son entourage, et en faisant là encore un énorme raccourci, on peut supposer qu'à l'âge adulte, il deviendra quelqu'un de proactif, ou encore séducteur, qui sera convaincu de l'effet qu'il a sur les autres et n'hésitera jamais à aller vers eux pour obtenir ce qu'il veut. Mais il ne sera pas non plus conscient de ce qu'il croit. Pour lui, c'est juste une évidence. Il produit un effet sur les gens. C'est ainsi. Il ne sait pas qu'à l'origine, une croyance s'est installée dans son esprit à la suite de ce qu'il a vécu étant enfant. La jeune femme qui m'avait accueilli se glissa dans le campement et nous déposa du thé et des friandises, si l'on pouvait nommer ainsi cette sorte de pâte humide, sucrée et gluante qu'il faut manger avec les doigts si l'on respecte la tradition balinaise. Un proverbe balinais dit que manger en utilisant des couverts, c'est comme faire l'amour via un interprète. On est censé prendre la nourriture dans sa main, puis la faire glisser dans la bouche en la repoussant avec le pouce. Cela exige un petit entraînement si l'on ne veut pas se retrouver dans le même état qu'un bébé sans son bavoir. Donc, on se met à croire des choses sur soi à partir de ce que d'autres nous disent ou de ce que l'on déduit inconsciemment de certaines expériences qu'on a vécues. C'est ça? Oui. Et seulement pendant l'enfance? Non. Disons que c'est surtout pendant l'enfance que l'on se forge la plupart des croyances que l'on a sur soi. Mais on peut aussi en développer plus tard, même à l'âge adulte. Mais dans ce cas, elles seront en général issues d'expériences très fortes sur le plan émotionnel. Par exemple, eh bien, imaginez que la première fois que vous prenez la parole en public, vous vous ramassiez lamentablement. Vous bafouillez, cherchez vos mots, votre voix reste coincée au fond de votre gorge et votre bouche est sèche comme si vous étiez resté 3 jours sans boire en plein désert. Dans la salle, on entend les mouches voler. Vous voyez que les gens ont pitié de vous. Certains arborent un petit sourire moqueur. Vous donneriez toutes vos économies et même vos revenus de l'année à venir pour être ailleurs et ne pas vivre ça. Vous avez honte, rien que d'y repenser. Dans ce cas, il se peut que vous vous mettiez à croire que vous n'êtes pas fait pour parler en public. En réalité, vous avez seulement échoué une fois ce jour-là auprès de ce public-là en prenant la parole sur ce thème-là. Mais votre cerveau a généralisé l'expérience en tirant une conclusion définitive. J'avais fini mes friandises et mes doigts étaient maintenant tout collants. J'hésitais entre les sucer ou les essuyer sur la natte. Ne pouvant me décider, je restais les doigts en l'air. J'étais probablement en train de développer la croyance que je n'étais pas fait pour manger baliné. Quand vous reviendrez demain, nous découvrirons ensemble cette croyance qui vous empêche d'être heureux, me dit-il gentiment. Je ne savais pas que je revenais demain. Vous ne me ferez pas croire que vos problèmes se limitent à vos doutes concernant votre apparence physique. Vous en avez certainement de beaucoup plus sérieux, et nous les aborderons ensemble. Vous êtes sûr? Ce n'est pas en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre qu'on les aide à évoluer, répondit-il en souriant. Vous savez, je croyais que vous étiez guérisseur et vous vous occupiez uniquement des maladies, des douleurs. En Occident, vous avez l'habitude de séparer le corps et l'esprit. Ici, nous pensons que les deux sont intimement liés et forment un tout cohérent. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Juste une dernière question. Je suis plus à l'aise quand ces choses-là sont claires, même si ça me gêne d'en parler. Je vous devrai combien pour votre aide, pour le temps que vous me consacrez? Il me regarda attentivement, puis me dit « Je sais que votre métier vous amène aussi à transmettre des choses aux autres. Il me suffit que vous vous engagiez à ne pas garder pour vous ce que vous aurez découvert. » Ok, très bien, vous avez ma parole.
Au moment de partir, je glissai quand même un billet dans la petite boîte sur l'étagère. C'est pour votre intervention sur mes orteils.